Bonsoir, bienvenue à tous, c'est la 3e édition de ce débrief Ligue 1. Vous commencez à avoir l'habitude, pour ceux qui sont sur YouTube, qui deviennent les fidèles parmi les fidèles. Merci à tous ceux qui contribuent à lâcher des petits pouces et des commentaires. Vous n'avez rien vu pour ceux qui étaient en live, on s'est complètement foiré sur les scores, mais ça va être bon désormais. 9 matchs, 9 débriefs, on a tout vu de la Ligue 1, vous allez tout savoir de ce qui s'est fait ce week-end. Pour ceux qui ont envie de voir un débrief consacré à l'horrible performance de l'Olympique Lyonnais contre Nice, vous avez la vidéo qui s'affiche normalement dans un petit coin de l'écran en haut si ça vous intéresse. Je vous recommande pas, je vous recommande de rester avec nous si c'est pas le cas. 9 matchs ce week-end en Ligue 1, je vais vous montrer les résultats tout de suite. Encore un week-end où j'ai réussi à voir tous les matchs. Ce sera probablement pas le cas dans les prochaines semaines, mais pour l'instant on tient bon, beaucoup de buts, effectivement 28 buts, beaucoup de matchs intéressants, sauf le dernier. Ça a commencé ce vendredi par un match nul complètement ubuesque entre Nantes et l'AS Monaco. Les scores sont pas bons, Charlie, arrêtez, laissez-moi tranquille. Bien trop de prises cadrées, effectivement. Non, voilà. Nantes-Monaco, complètement un malentendu. Nantes qui a tiré 3 fois au but et qui a réussi à arracher un match nul contre Monaco qui a surdominé cette rencontre. On en parlera un peu plus en détail juste après. Marseille qui s'est imposé face à Brest un petit peu contre le cours du jeu. Le Stade brestois qui a été très imprécis dans les derniers mètres, malgré plutôt pas mal dans le jeu. Alors que le chat est en train d'appuyer sur tous les boutons, tu me fatigues, t'es chiante. Paris qui s'est enfin mis en route face à Lens après 2 matchs un peu tristounes. Paris qui a été brillant face à une équipe de Lens relativement faible, hein. On aura le temps d'en reparler après. Lens qui est la vraie déception de cette première partie de saison avec l'Olympique Lyonnais bien évidemment. Faut recouper la soundbox, effectivement, il faut recouper la soundbox, je vais m'en occuper tout de suite, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'on va la désactiver pour de bon. Nuama présent contre Paris selon Blanc, ça on s'en fout, on verra ça plus tard. Rennes contre Le Havre, également un peu comme le match contre Nantes, un très beau sabordage du Stade Rennais qui menait 2-1 en supériorité numérique face au Havre et qui a réussi à se faire reprendre. In extremis, Clermont-Metz, victoire du FC Metz, victoire très précieuse face à une équipe de Clermont qui a été très faible. On en parlera un peu plus tard. Le Stade de Reims qui continue sa belle série avec une victoire probante contre Montpellier. On en parlera puisque le joueur de la semaine, ce sera Teddy Thomas. Il n'y a pas trop de surprises. C'est un doublé pour Teddy Thomas, un coup franc direct, une reprise de volée absolument magnifique. C'était peut-être un des matchs les plus intéressants de la saison pour l'instant, ce match de Reims. Et attention, parce que je pense que Reims, on va les avoir en miniature. C'est vraiment une équipe très intéressante à suivre. Strasbourg qui s'est imposé facilement contre Toulouse, sans réelle adversité. Toulouse qui est un peu inquiétant aussi, qui a arraché un beau match nul contre le Paris Saint-Germain. Mais là, contre Strasbourg, il n'y avait vraiment pas grand-chose à en sortir. La grande surprise de ce week-end, c'est la branlée infligée par Lorient à Lille. Vous allez voir, on va en parler ensemble. Lille qui a décidé de se mettre une balle dans le pied très tôt dans la rencontre avec une très belle Rémi Rioux, on en parlera après. Et le dernier match de cette journée de championnat, c'est ce match nul absolument atroce entre Nice et Lyon. Un match nul calamiteux, où on s'est fait chier comme pas possible. Et on vient de terminer le débrief de ce match-là spécifiquement. La vidéo est dispo si ça vous intéresse de me voir râler pendant 45 minutes. Voilà pour les 9 matchs. On va commencer par s'attarder. Et bah pas tout de suite parce qu'évidemment j'ai mal ouvert le truc qu'il fallait. Il n'est pas très bien préparé ce débrief, hein. Il n'est pas très bien préparé, je vous avoue. C'est pas facile d'enchaîner les deux, hein. Hop, normalement ça va s'afficher incessamment sous peu. On va commencer par Nantes-Monaco, ce 3-3 un petit peu absurde. Hop, normalement ça arrive, voilà. Pas grand changement au coup d'envoi du côté des deux équipes. On avait un seul changement du côté de Nantes, changement gagnant, puisque c'est Kader Bamba qui avait pris la place de Florent Mollet sur le côté droit de l'attaque. Un match qui avait plutôt bien commencé pour Nantes, avec un penalty transformé par Moustapha Mohamed, et un but de Castelletto sur corner. Un match vraiment assez absurde, hein. Je vais vous montrer les statistiques tout de suite. Vous allez voir, stat équipe, 65% de possession pour Monaco, 18 occasions à 2, 27 tirs à 3, 10 tirs cadrés à 3. Et pourtant, Monaco n'est pas parvenu à arracher une victoire. Voilà, Beaujoire. Minamino, c'est plus le même. Oui, on va en parler après. C'est vraiment un très gros malentendu, hein. Très gros malentendu ce match, tant Nantes a... je pense qu'ils se sentent très heureux d'avoir arraché un point. Monaco était très largement au-dessus, a manqué beaucoup de réalisme, a manqué de chance aussi, 2 poteaux, il me semble, pour Monaco.
Et on va en parler aussi de l'arbitrage, puisque je vous vois en train de vous chauffer. Oui, effectivement, encore une fois, c'est un match qui a été saccagé par l'arbitrage. Alors, ça s'équilibre au final, puisqu'il y a eu une faute sur Golovin non sifflée et un péno oublié sur Ganago en toute fin de match. Donc au final, il y a un péno oublié, un partout. Je reste quand même très inquiet pour le FC Nantes. Je trouve cet effectif extrêmement faible. Les joueurs qui sont censés porter cet effectif, comme je sais pas, Quentin Berlin, Moses Simon, sont relativement moyens. Heureusement, et c'est terrible parce que dans la shortlist pour l'équipe de la semaine, vous allez avoir Rémi Descamps. Et vous allez dire, mais Charlie, tu peux pas mettre dans l'équipe de la semaine un mec qui a pris 3 buts. Rémi Descamps, il a fait 6 arrêts. Il a pris 3 buts, mais il a fait 6 arrêts. C'est vrai que Nantes, ça sent très fort la Ligue 2 et c'est pas ce match qui pourra changer d'avis parce que c'est un match où ils ont chaté, comme vraiment ils ont chaté de ouf. Et ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Et ils auraient même dû perdre ce match. Donc vraiment très inquiet pour Nantes. Je vois pas comment ils se maintiennent. Je ne veux pas vous mentir. Hein. Je vois pas comment ils se maintiennent. Ça sent très très fort la relégation. Ça fait partie, à mon sens, des équipes très très largement les plus faibles de ces 3 premières journées avec Clermont. Et je ne sais pas s'ils vont pouvoir changer quoi que ce soit, puisque les recrues sont déjà arrivées. On a Douglas Augusto qui était titulaire. On a Marquinhos qui n'a pas joué, il me semble. Je ne crois pas qu'il soit rentré, Marquinhos. Hein. Non, il n'est pas rentré. Non, il n'est pas rentré. Ça pue hein, pour Nantes. Ça pue. Et l'OL, oui, mais l'OL, on en a déjà parlé. Vous savez très bien ce que j'en pense. Du côté de Monaco, pas de bol, mais on reste quand même sur un match. Alors vous allez dire, on peut pas se satisfaire de faire match nul à Nantes, mais si, parce qu'en fait, Monaco, ils ont déchaté tout du long du match. Vous avez quand même un certain nombre de valeurs très très sûres dans cet effectif. J'ai trouvé, puisqu'on va commencer par le négatif, j'ai trouvé Singo pas hyper rassurant, alors qu'il faisait un très très bon match la semaine précédente. Je ne l'ai pas trouvé très très rassurant, d'ailleurs il a été averti et plus ou moins coupable sur le 3e but nantais, si je dis pas de bêtises. Minamino, c'est extrêmement surprenant, effectivement. C'est vraiment pas le même joueur, Minamino. Encore un match brillant de Minamino, encore prétendant à l'équipe de la semaine, Minamino. C'est le maître à jouer de cette équipe de Monaco, plus que Golovin, qui avait plutôt pris l'habitude de prendre ce rôle-là. Comment l'expliquer? Alors je ne sais pas. Si, l'explication, c'est que le coach le connaît et qu'il doit se sentir en confiance, et ce joueur doit marcher à la confiance de toute façon. Et donc ça tenait qu'à ça. Ça tenait qu'à ça. Ça tenait qu'à ça. La défense sans défenseur central, ça aura fait illusion à un match. Vivement que Salisu soit apte. Complètement. Complètement. Je ne suis pas hyper rassuré par la défense centrale de Monaco, mais effectivement, vous avez Salisu qui va arriver. Ça va se corriger. Singo, ça va. C'est juste que sur ce match-là, il n'a pas été dans son meilleur élément. Il lui faut peut-être un peu de temps pour s'adapter. Mais je ne suis pas convaincu du fait de mettre Zakaria à ce poste-là. Je ne l'ai pas trouvé brillant de ouf. Maintenant, quand vous avez ces certitudes-là en attaque, parce que Ben Yedder, quand il faut finir, ça finit. Minamino, c'est brillant. Mais surtout, et il faut en parler, c'est les pistons à Monaco. Vanderson et Caio Henrique, qu'est-ce que c'est fort! Qu'est-ce que c'est fort! Caio Henrique, c'est encore un match brillant de sa part. Vanderson, c'est pas le match le plus fou qu'il ait fait, mais qu'est-ce que c'est fort, les pistons de Monaco! C'est facile le football avec ces joueurs-là. C'est facile. C'est les pistons du Brésil. Oui, ça aide. Hein. Caio Henrique, il est encore déterminant dans ce match-là. Il marque pas, mais je crois qu'il donne une passe décisive. Tout part de lui sur le 2e but de Monaco. Il y a des certitudes. Je pense même aujourd'hui que c'est l'équipe qui a le plus de certitudes en Ligue 1, Monaco, dans sa façon de jouer, dans son effectif. Il manque peut-être un tout petit peu de calcium en défense, mais pour le reste, le milieu de terrain, c'est propre, c'est solide, c'est costaud. Les 3 de devant, c'est super intéressant. Il faudra que ça tienne physiquement, parce qu'on sait que Ben Yedder et Golovin, c'est souvent un peu fragile. Minamino, il faut que ça tienne sur la distance. Mais je trouve que c'est l'équipe qui a le plus de certitude collective pour l'instant en Ligue 1. Et ils vont avoir Balogun, effectivement. C'est un beau recrutement, un bel effectif, un coach qui a l'air de savoir ce qu'il fait. Donc, encore une fois, on en avait parlé la semaine dernière, mais Monaco, malgré ce match nul contre Nantes, qui est vraiment, on rappelle les stats, 27 tirs à 3, j'ai des expected goals, c'est 3,75 à 0,91. C'est un miracle absolu que Nantes arrache un point face à cette équipe de Monaco. Donc, Minamino le Marseillais. Manque Ben Seguir aussi. Non, mais ça va continuer à monter en puissance, Monaco. Ils ont, entre guillemets, cette chance inouïe d'avoir foiré complètement leur fin de saison précédente, et donc ils ne seront pas emmerdés avec une Coupe d'Europe. Donc voilà, je mettrai pas une petite pièce parce que c'est encore un peu tôt, mais si on doit avoir une équipe cette année qui vient faire chier le PSG, potentiellement, même si je pense que le PSG est parti sur des très bonnes bases, je mise sur Monaco. Et je pense que les Monégasques doivent être heureux de pouvoir enfin profiter un petit peu de bon football après des années et des années depuis leur titre de on and off et de chaud et de froid.
Voilà pour le match entre Nantes et Monaco. On va revenir en arrière rapidement. Pour enchaîner sur le match entre Marseille et Brest, match super intéressant pour le coup, super intéressant. Quelques changements dans le 11 de départ. Côté marseillais, on a Balerdi qui a laissé sa place à Gigot, si je ne dis pas de bêtises. Et on a toujours ces petits questionnements de la part de Marcelino sur le côté gauche de l'attaque. Il alterne beaucoup. On a vu Unai, on a vu Soglo. Là, c'était Amin Harit. Amin Harit qui a été complètement catastrophique à ce poste-là. Donc on voit bien qu'il y a un petit trou dans cet effectif qui est cette aile gauche. On n'a pas encore de certitude de ce côté-là. Le reste de l'effectif a l'air d'avoir un certain nombre de certitudes, même si ça n'a pas été hyper abouti collectivement. Mais il a fallu s'en remettre au coup de pied arrêté. Encore une fois, Mbemba, qui est peut-être même le meilleur joueur dans cet exercice-là en Ligue 1. Que dire de ce match-là? Marseille n'a pas été incroyablement brillant, on va pas se mentir. Ça a été un match qui a été globalement dominé par Brest, hein, même, vous allez voir, 56% de possession pour Brest, 18 tirs à 15, bon, c'est pas outrageusement dominé. Brest a été plutôt brillant dans l'absolu, hein. Brest a plutôt bien joué, mais il a manqué de qualité. Beaucoup de manque de qualité en attaque. Il y avait le choix de mettre Steve Mounier plutôt que Martin Satriano, qui n'était pas forcément, à mon sens, le meilleur choix, parce qu'on s'en est beaucoup remis à des centres, beaucoup de centres, alors que Mbemba a été brillant dans le domaine aérien, et on n'a pas vraiment trouvé la solution côté brestois dans les derniers mètres. C'est dommage, parce qu'on a eu un très bon match de Romain Del Castillo une nouvelle fois. Man of the match de ce match-là, bah, c'est Mbemba, clairement. L'entrée de Vitinha, on va en parler après. En tout cas, moi, ce qui m'a surpris dans ce match-là, c'est qu'on nous a vendu Marcelino comme un coach, un peu de possession et compagnie. On avait un 4-4-2 et on a eu un OM qui a décidé de laisser la possession à son adversaire au Vélodrome. Ça m'a un peu surpris. On a eu 70% de possession pour Brest sur les 20 premières minutes, si je dis pas de bêtises. Il y avait beaucoup de choses intéressantes du côté de Brest, beaucoup de projections intéressantes, notamment des milieux de terrain. On a vu Magnetti, on a vu Camara se projeter dans la surface assez souvent. Ça aurait pu faire mouche, mais ils ont vraiment manqué énormément de réalisme et de qualité dans les derniers mètres de Brest. C'est dommage, c'est vraiment dommage, parce qu'ils l'ont eu ce réalisme-là quand il a fallu s'imposer contre Lens, et là contre Marseille il a manqué la qualité devant, et je pense que Satriano était peut-être un meilleur choix que Steve Mounier, qui avait pas l'air dans le jeu, qui t'a dit Marcelino que jeu possession. Je sais plus qui c'est qui m'a dit ça, mais en tout cas j'étais un peu surpris de les voir laisser le ballon autant à l'adversaire, surtout Brest. Et je voudrais quand même, malgré la défaite, dire que bah voilà, je pensais qu'Éric Roy était un coach pourrave, parce que c'était un mauvais consultant, et je pensais pas qu'il serait capable de faire de ce stade brestois une équipe plutôt sympa à voir jouer. Alors oui, ça ne paye pas samedi soir contre Marseille, mais c'était sympa, c'était un beau match. Il y a eu pas mal d'occasions de but des deux côtés, 18 tirs à 15, c'est quand même plutôt cool. C'est quoi les XG? C'est les expected goals. Alors les expected goals, c'est quoi pour ceux qui connaissent pas? C'est une modélisation statistique qui attribue un nombre de buts théoriques à une frappe dans une position donnée. Donc par exemple, je sais pas, si vous tapez le ballon à 2 mètres du but et il n'y a personne devant vous, ça va être 0,8 buts. Et à la fin du match, vous additionnez tout ça et ça vous donne un score théorique en fonction de la qualité des tirs. Ça est censé représenter à peu près la physionomie du match. C'est à peu près ça. Marcelino va laisser le ballon adversaire à chaque match, enfin c'est habituel. Ouais, mais ça m'a surpris. Brest qui a bombardé les centres sans y arriver. Mbemba et Gigot ont fait un très très bon match de ce côté-là. On a quand même eu un Olympique de Marseille très 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 mauvais sur la première mi-temps. Ça a été mieux en seconde, mais la première mi-temps de l'OM est quand même assez calamiteuse. On n'a pas eu beaucoup de réussite. On a eu un Ndiaye qui mettait beaucoup de temps à lâcher son ballon. Aubameyang qui a raté beaucoup de choses. C'est la stat ultime, exactement. Marcelino, c'est 42%. D'accord, bah je me suis trompé. Écoutez, je me suis trompé. Je voyais en Marcelino pas. Enfin bref. Ça a été beaucoup mieux du côté de l'OM, encore une fois, à partir du moment où on a vu Vitinha en jeu. Vitinha qui est rentré à la 65e en remplacement de Ndiaye. Je comprends pas qu'il soit pas titulaire, surtout dans un jeu comme ça. Alors oui, c'est difficile de mettre Ndiaye, Aubameyang, Vitinha, c'est compliqué, il faut faire des choix et j'entends. Mais Vitinha, il a cette capacité à tenir le ballon sur les contre-attaques, et en l'occurrence, l'OM joue de cette façon-là. Il a encore été brillant dans son entrée. Ndiaye est sorti en larmes. J'ai pas vu ça. Il est trop fort, Vitinha, en ce moment. Ouais, très très fort, très très clutch. Surtout par rapport à la saison précédente. Donc assez intéressant là-dessus. Ça reste un peu bancal d'analyser un match sur des XG. Non, c'est pas que ça reste bancal, c'est un outil d'analyse. Ça veut pas dire qu'il faut l'analyser en fonction des XG. Mais ça vous donne une bonne ordre d'idée de comment le match s'est déroulé. Plus du tout le même que Vitinha l'année passée. Ah bah l'année passée, c'était Bafé Gomis early days. Et là, il y a vraiment un côté presque Terem Moffi, quoi. Premier clean sheet depuis novembre 2022. C'est vrai cette stat? Je l'ai pas vu celle-là.
Notez aussi, très bel appel de Renan Lodi sur le deuxième but, il était brillant aussi. Et j'ai noté une très bonne dernière demi-heure de l'OM. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Ismail Assar a mis le deuxième but, Brest a pu vraiment exister. Et Amin Harit, catastrophique sur son côté gauche. Donc toujours cette question de qui va occuper le côté gauche, ce sera probablement Joaquin Correa. Non, c'est pas du gros bullshit, c'est assez intéressant les expected goals. Parce qu'il y a une nouvelle saison depuis vendredi, d'accord. NDI, il va se faire cramer complètement. Moi, je trouve que ce joueur-là, il a quand même des qualités. Je trouve les Marseillais un peu durs avec Iliman Ndiaye. Il va falloir qu'il soit plus juste et plus rapide dans ses transmissions de balles, mais c'est quand même un joueur qui a des vraies qualités. Ndiaye est à 40% de son potentiel, ça se voit, il se met une pression de fou. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Je n'enterre pas du tout Iliman Ndiaye. Harit doit jouer dans le double pivot. Je suis pas certain. Hein. Le double pivot, il marche pas trop mal. Hein. Vertou et Rongier ont été bons. Hein. Unai va partir. Ouais, c'est ce qui se murmure. Dernière chose sur ce match, Pau Lopez. Pau Lopez qui a pris un torrent de merde dans la gueule, et c'était mérité, hein, parce que franchement, Pau Lopez, il a été calamiteux sur les premières journées de championnat. Très 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 bon match de Pau Lopez. Un nombre d'arrêts énorme, je ne l'ai pas noté, je crois qu'il a fait 6 ou 7 arrêts, Pau Lopez. C'est lui qui sera le gardien de notre équipe type, peut-être lui ou Kidja, on verra. Rongier, ça a été compliqué première mi-temps. Moi, j'ai trouvé Rongier plutôt bon sur ce match. Je dis pas que Vertou, Rongier sont pas bons, juste pour Harit, son meilleur match chez nous, c'est Monaco, il joue bit. Je pense aussi qu'il doit pas jouer sur l'aile. Après, on sait que ce poste d'ailier avec Marcelino, c'est plutôt un poste de milieu latéral intérieur qu'un vrai poste d'ailier. Même si au final, le seul qui a marqué dans cette position-là, c'est Soglo. Mais moi, quand il y avait Unai sur le côté gauche, je trouvais ça intéressant dans l'animation. La défense, c'est fort. Rongier désastreux. Vous êtes dur avec Rongier quand même. Hein. Je vous trouve vachement dur sur ce match-là. Harit revient des croisés, manque de rythme, faut pas oublier. Non, moi je trouve ça intéressant dans l'animation de mettre un joueur axial sur le côté gauche, mais là, Harit, c'était pas ce qu'il fallait. T'as pensé quoi d'Ismail Assar? Alors Ismail Assar, c'est vraiment le chaud et le froid. C'est-à-dire qu'il y a un côté Ousmane Dembélé dans la capacité de Ismail Assar à éliminer, à percuter, il est hyper virevoltant, il a vraiment une qualité supérieure aux autres en termes de technique. Maintenant, il y a un problème dans le dernier choix, Ismail Assar. Alors là, ça paye. Bon, après, c'est un peu un cafouillage. Ça paye, mais je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça, qui m'avait dit que si Ismail Assar il savait finir ses actions, il jouerait pas à l'OM, il jouerait beaucoup beaucoup plus haut. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est un joueur, quand on l'a vu exploser en Ligue 1, il y avait le potentiel pour devenir Ousmane Dembélé, quoi. Et là, en fait, effectivement, il a les qualités qu'on connaît et il a les défauts qu'on connaît aussi, Ismail Assar. Donc c'est un joueur qui est extrêmement frustrant parce qu'il est capable de faire des trucs hyper intéressants et de foutre un sacré bordel. Et je pense qu'il sera très précieux quand l'OM va aller affronter des blocs bas et des équipes béton comme, je sais pas, Clermont, Metz ou l'Olympique Lyonnais. Mais je pense qu'Ismail Assar, il est nécessaire au déséquilibre de cette équipe. Et que c'est un joueur qui est intéressant parce qu'il a des vraies qualités athlétiques, des vraies qualités techniques. Maintenant, il faut qu'il lève la tête un peu plus. Voilà, un côté Ousmane Dembélé dans la percussion, un côté Moussa Dembélé dans les mauvais joueurs. Oui, c'est un peu ça. Mais je pense que c'est un bon recrutement parce que dans ce système-là, dans ce 4-4-2 qui est presque un peu rigide de Marcelino, il est vachement intéressant. C'est un joueur feu follet. Et je pense que c'est important d'avoir des joueurs comme ça. Et c'est important d'avoir des joueurs comme ça, surtout quand on décide que le joueur à gauche sera un joueur axial. Ismail Assar, il est capable d'étirer le bloc, il est capable de foutre un peu le bordel et de libérer les espaces pour les autres. Donc voilà, moi je pense que Ismail Assar c'est plutôt pas mal et que c'est un bon recrutement pour l'OM. Dans les joueurs à noter, j'ai noté Mbemba, Pau Lopez et Renan Lodi. J'ai aussi mis, je crois, Jordan Verretou que j'ai trouvé très bon aussi. La conduite de balle de Sarr me fait peur. Vous savez à qui il me fait penser, moi, Ismail Assar? Et vous allez dire, ouais, t'es mauvais et tout ça. Il me fait penser au bon Bertrand Traoré, les premières années de Bertrand Traoré, avec ce côté vraiment hyper vif et capacité à souffler le chaud et le froid. C'est-à-dire que les mauvais jours d'Ismail Assar, on a envie de le balancer dans le vieux port, quoi. Bonne entrée de Vitinha, oui, effectivement, j'ai pas parlé des entrants. François Muguet, pas vraiment intéressant dans l'absolu. Vitinha, très très bon. Du côté de Brest, ça n'a pas changé grand-chose. Hein. L'entrée de Satriano a été un peu insipide. Pas grand-chose à rajouter de ce côté-là. C'est un peu dommage pour Brest qui, à mon sens, méritait peut-être un tout petit peu mieux que ce 2-0. Mais c'est pas possible de prétendre gagner contre l'OM quand on est aussi brouillon dans les derniers mètres. Clinton NG, non, vous êtes dur. Vous êtes dur avec Clinton NG. Traoré, c'était stéréotypé. Star, il y a le Bertrand Traoré des premiers mois, des premières saisons même, était brillant. Hein. Était vraiment brillant. Allez, on enchaîne. Je tourne ma petite page du carnet de Crackhead et on va parler de Paris-Lens. Paris-Lens, ça faisait 2 matchs nuls de suite côté parisien. Beaucoup de stérilité dans le jeu, beaucoup de rompiches. Et puis, il y a eu ce match.
Voilà, ça y est. On l'a le match où Paris se met à jouer au football. Ça y est, enfin, on a un milieu qui tourne, on a une attaque qui est intéressante à voir jouer. C'est un match brillant de la part du Paris Saint-Germain face à un Lens, on va parler de Lens après, qui est un peu tristoun. Vraiment un peu tristoun. Je vais encore vous désactiver la soundbox parce que vous êtes des enfants de 4 ans. Voilà. Ugarte beaucoup trop fort. Oui, Ugarte beaucoup trop fort. Lucas Hernandez, excellent. Ousmane Dembélé, c'est un joueur frisson. C'est la première fois depuis des années et des années qu'on voit un Paris Saint-Germain qui est une équipe. Et ça fait plaisir, je pense. Vraiment, ça fait plaisir parce que ça fait. Je pense que tous ceux qui ne sont pas supporters parisiens là dans le chat, on avait envie de voir le PSG perdre depuis des années. Pourquoi? Parce que c'était une équipe un peu chiante qui se basait sur des individualités qui n'étaient pas sympas à avoir joué. Et juste, vous aviez Kylian Mbappé qui faisait des dribbles, Neymar qui faisait des dribbles et ça faisait 2-0. Ben, moi, je trouve que ce PSG-là, il est aimable. Il donne envie de les pousser. Parce que c'est intéressant, parce qu'il y a des projections, parce qu'il y a un milieu de terrain de chien fou, parce que ça se dédouble de tous les côtés, il y a juste Hakimi qui est pas ouf. Il est intéressant ce Paris Saint-Germain-là. On a envie de le voir gagner ce Paris Saint-Germain-là. On aura moins envie de le voir se faire éliminer lamentablement en huitième de finale parce que c'est une équipe de tocards. Donc peut-être qu'on n'aime pas le PSG de base, mais moi je déteste moins ce PSG-là que le PSG des années précédentes. Donc voilà, je trouve que c'est un match vraiment hyper abouti du Paris Saint-Germain face à un Lens qui a été beaucoup moins en forme que l'an dernier, même si le score est le même. Voilà, ça c'est une belle équipe. Donc on verra si ça tient sur la durée. On verra si les joueurs physiquement faibles de cette équipe, faibles, j'entends pas faibles, pas puissants, j'entends fragiles, comme Ousmane Dembélé, comme Lucas Hernandez, tiendront la distance, parce que c'est ça qui va définir un peu la fin de saison, la suite de la saison du PSG. Mais là, moi j'ai vu un match du PSG où j'ai vu du foot. Où j'ai fait des oh, ah. Et ça fait plaisir, vous voyez, parce que les matchs du PSG, on se les tape tous. C'est le match phare de la saison, c'est la plus grosse équipe du championnat, on est un peu obligé de la regarder. Et ça fait plaisir quand même de pouvoir se taper 90 minutes de PSG en prenant un peu de plaisir. Donc ça, je trouve ça cool. Qu'est-ce que j'ai noté sur le PSG Lens? Vitinha qui a remplacé Fabian Ruiz, c'est plutôt pas mal quand même, parce que c'est quand même un meilleur joueur. Asensio qui a remplacé Gonzalo Ramos, blessé. Bah Asensio, personne n'en attendait grand-chose au Paris Saint-Germain. Tout le monde s'est dit, oh non, l'autre casse-couille de Luis Enrique va nous le remettre en faux neuf. Bah c'est pas mal. C'est sympa quand même. C'est sympa Marco Asensio dans ce poste-là, dans une équipe qui joue au foot. Donc voilà, c'était assez cool. Hein. Il y avait une opposition qui était assez intéressante au départ, parce que Lens a fait une bonne première période avant de s'éteindre, comme ils l'ont fait pendant les 3 premières journées. Il y avait un gros surnombre au milieu de terrain contre Lens, et on avait quand même une équipe du Paris Saint-Germain qui était coupée en deux. Avec Ugarte qui était tout seul à relance, et une espèce de bloc de 4 joueurs devant, de 5 joueurs devant. Et donc le PSG a eu un peu de mal, en première période, à se sortir du pressing de Lens, qui avait fait le choix d'aligner Sotoka plutôt que Wai, qui n'était pas encore prêt, et Angelo Fulgini, qui redescendait très bas au milieu de terrain, et qui du coup créait un vrai surnombre à la relance du PSG, j'entends. Donc c'était intéressant, puis il y a eu ce but de Asensio qui leur a mis un coup sur la tête, et comme lors des 2 premières journées, Lens n'est pas vraiment revenu des vestiaires. Lens n'est pas revenu des vestiaires, et c'est problématique parce que ça fait 3 matchs de suite que Lens foire sa seconde période, et on n'est pas dans une période où ils doivent enchaîner les matchs encore. Hein. La Ligue des Champions va arriver, ça va devenir dur pour eux. On a vu aussi qu'il y avait des problèmes de sortie de banc, on va en parler après. J'ai noté notamment la sortie de Frankowski, c'est le Cardinal qui l'a remplacé, et le Cardinal il a pris un bouillon. Mon pauvre le Cardinal, il a pris un bouillon terrible. Sotoka, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est un bon charbonneur, mais je suis pas sûr que dans un match comme ça, ce soit ce qu'il faut. Parce que dans ce match comme ça, tu sais très bien que le PSG va te confisquer le ballon et que tu vas avoir des opportunités en profondeur, et Sotoka, c'est pas un joueur de profondeur. Donc je pense pas que le choix était le bon. Alors maintenant, si Eli Wahi était pas prêt physiquement, on n'y peut pas grand-chose. Le mec ose dire que Paris, c'est pas une équipe de foot. Lyon, depuis 10 ans, donnez-moi un titre national. Mais mon rêve, c'est pas parce que Lyon, c'est de la merde qu'on peut pas dire que Paris, c'était de la merde ces dernières années. Tu sais, c'est pas l'échange équivalent. Hein. Donc non, je continue de te dire que Paris, ça fait plusieurs années que c'est chiant comme la mort, et que c'est pas parce que c'est chiant comme la mort, c'est pas parce que je te dis ça que Lyon, c'est pas de la merde. Hein. Lens sera pas dans le top 4. Je suis un peu inquiet pour Lens. Je suis un peu inquiet de la saison cauchemar, parce qu'il y a un problème d'effectif à Lens. Je pense que la profondeur de banc est pas suffisante pour jouer sur 2 tableaux. Et j'ai peur que l'enchaînement des matchs leur fasse du mal, à moins que leur prépa soit axée sur le foncier et qu'ils soient au top en septembre. Mais pour l'instant, c'est un peu inquiétant sur les 3 premières rencontres Lens. Lens a 1 point, hein. Lens a le même nombre de points que l'Olympique Lyonnais, c'est dire si le début de saison est calamiteux quand même. Hein.
Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Deux beaux collectifs quand même. Dembélé, putain, Dembélé, c'est sympa quand même, Dembélé. Hein. C'est sympa à voir jouer, il faut que le corps tienne pour Dembélé. Mais quand il est comme ça, comment il l'appelle? Le Dembappé, c'est ça? Le duo Dembappé? Parce que Mbappé, c'est l'image du dictateur qui a ramené ses potes, mais s'il ramène ses potes pour jouer comme ça au foot, moi ça me va très bien. Hein. Ils n'ont pas eu le même calendrier après Lens. Oui, certes, mais bon, vous avez le match contre Brest où ils se sabordent complètement. Mais alors vraiment complètement. Vous avez le match contre Rennes où ils donnent un penalty à Rennes qui n'a pas tiré une seule fois au but. Et là, vous avez un match où ils rentrent à 0-1 au vestiaire à la mi-temps. Et quand ils ressortent des vestiaires, ils n'existent pas. Et puis bon, bah voilà, vous avez. Bon, après, le deuxième but, il est. Le deuxième but, il est magique. La projection d'Hernandez, elle est folle. Le deuxième but, il pue le football. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un but collectif comme ça qui pue le foot à Paris. On se fait voler à Brest. Oui, mais tu leur donnes quand même à Brest. Tu leur donnes aussi. Prochain match, Lens joue Monaco. Attention avec les 34 journées. Complètement. Complètement. Attention, Lens. Hein. On est sur les bases d'une mauvaise saison. Là. Quand même, à noter côté parisien que Hakimi n'est pas au point. Hakimi, c'était faible. Vraiment très faible. Et ça date pas d'hier. Hein. Hakimi, il n'est pas dedans. Et attention, parce que bon, il n'y a pas de backup hein, avec Hakimi. Enfin, le backup, c'est Mukele. C'est quand même pas ouf. Donc, de ce collectif-là, dont on pourra louer à peu près tous les membres, le seul qui n'a pas été vraiment au niveau, c'est Hakimi. C'est vraiment Hakimi, ils ne se comprennent pas avec Dembélé. Ouais, et puis même, il a été brouillon, vraiment brouillon. Il va falloir qu'il se mette au niveau, parce que pour l'instant, c'est le point faible de cette équipe. Le jeu au pied de Donnarumma fait peur aussi. C'est vrai que c'est pas la folie pure. J'ai pas été non plus subjugué par Skriniar, je vous le dis, même si bon là, on est dans le chipotage absolu. Hein. Mais sinon, bah voilà, quoi. Ugarte, c'est fort. Ugarte, c'est un chien fou, c'est un malade. Quand il est arrivé, vu le tarif, on était là, genre, ouais, bon, quand même, c'est un peu cher payé. Waouh, Ugarte, quoi. C'est un vrai milieu à l'ancienne, quoi. C'est un vrai charbonneur, un vrai poison pour le porteur de ballon. Moi, j'adore ce genre de joueur-là, à la, je sais pas, à la Nigel de Jong, espèce de harceleur. J'adore Ugarte. Skriniar, sa charrette fait très peur. Ouais, et je pense que quand vous allez avoir un petit peu plus d'adversité, quand vous allez avoir des joueurs qui courent vite, alors ce sera pas la semaine prochaine, hein, attention au dos de Skriniar. Le remplaçant de Mota. Ouais, il y a un côté Thiago Motta, complètement. Il y a un côté Thiago Motta dans Manuel Ugarte. Et putain, ça fait longtemps que le PSG avait besoin d'un remplaçant à Thiago Motta, il l'avait toujours pas trouvé. Donc voilà, encore une fois, attention, profondeur de banc à Paris. On va voir la fin du mercato et compagnie. Mais c'est vrai qu'au milieu de terrain, dès que vous enlevez un des trois, ça se sent. Hein. Fabien Ruiz, Carlos Soler, même si Carlos Soler ça va en vrai, c'est pas la folie pure. On n'a pas parlé de Zaïre Emery, mais c'est vrai que Zaïre Emery, putain, pour un gamin, c'est quand même fou, quoi. C'est fou, la maturité de ce garçon et l'aboutissement, on va dire, du joueur qu'il est. Nuno va revenir et Hernandez va passer axe. Ouais, ça me paraît être la bonne... Je serais même pas surpris qu'on ait Marquinhos qui passe arrière droit aussi. Hein. Warren Zaïre-Emery peut devenir très fort. Pour moi, il est déjà très très fort. Je pense que Warren Zaïre-Emery, il est déjà très 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 fort et que ça va être très très difficile d'aller lui chercher le spot au milieu de terrain. Et je serais même pas surpris qu'il fasse toute la saison titu. Puis il a un petit flow en plus, Warren Zaïre-Emery. Il a un côté, je sais pas comment vous dire. Je trouve ça bien que le Paris Saint-Germain, qui a raté des coups sur ces jeunes formés au club, qui a plus ou moins raté le coche avec Coman, avec Nkunku, réussissent enfin à avoir un Titi parisien qui va s'inscrire dans la durée au club. Même Rabiot, au final, il est parti un peu en autre boudin, avec Diaby également. Warren Zaïre-Emery, alors ça me surprendrait pas. Alors c'est encore vachement tôt. L'Euro, c'est dans pas mal de temps. Mais si vous avez un Warren Zaïre-Emery qui fait toute la saison en titulaire au Paris Saint-Germain, ça me semble évident qu'il va en équipe de France. Et l'équipe de France en a besoin en plus. Il y a eu Presco. Oui, c'est vrai qu'il y a eu Kimpembe. Mais Kimpembe, malheureusement, un peu finito, quoi. Un peu finito. Il manque un milieu et un neuf pour Paris. Oui. Je sais pas qui ça va être. Mais oui, après, cet effectif, il est déjà quand même pas mal abouti. Il manque un petit peu de... un petit peu de profondeur. Si on regarde le banc, là, vous avez Fabien Ruiz, c'est pas ouf. Danilo, c'est quand même pas mal. Carlos Soler, c'est pas ouf. Kurzawa, c'est nul. Ndour, Garbi, c'est jeune. Et Ekitike, c'est en situation d'échec. Donc, faudra voir. Faudra voir si Kolo Muani arrive, effectivement. Faudra voir si Verratti s'en va et est remplacé. On verra.
On verra. En tout cas, c'est pour moi ce match-là du Paris Saint-Germain tape un gros coup sur la table en disant voilà, bon bah, vous pensiez qu'on n'allait pas être champion, vous pensez qu'Mbappé allait partir, bah voilà, démerdez-vous avec ça. Et côté Lensois, bah, un petit peu inquiet. Parce qu'encore une fois, regardez la profondeur de banc. Bon, l'équipe elle est bonne sur le papier. Vous avez Medina, Danso, Gradit, c'est solide. Andy Diouf, Abou Samed, c'est cool. Thomasson, j'en attendais un petit peu plus, mais Thomasson, c'est ce genre de joueur qui a poussé son potentiel au maximum. Maintenant, voilà, vous allez avoir Eli Wahi qui va s'imposer là-dessus. Mais Guy Lavogui, c'est pas terrible. Bon, là, c'est buteur, mais ça va. Spearings, c'est niveau haut de tableau Ligue 1, mais c'est pas niveau top 3. Kouzanov, Aïdara, bon, ça risque, à un moment donné, la Ligue des Champions risque de coûter assez cher à Lens. Et moi, je suis un petit peu inquiet sur leur début de saison. Probablement que ça ira mieux à partir de la fin de la phase de poule de Ligue des Champions. Mais j'ai peur que Lens se soit un petit peu laborieux sur d'ici jusqu'à, je sais pas, fin novembre, quoi. Fin novembre. Voilà, on a fini avec les matchs du samedi. On va enchaîner avec Rennes-Le Havre, qui était un match très divertissant. Très, très divertissant. On a cru pendant un temps que ça allait être vite réglé, le match entre Rennes et Le Havre. 2-0 au bout de 25 minutes de jeu. Match abouti. Le Havre qui n'existait pas. Et puis, la catastrophada. Donc on va reprendre un peu les compos. Dans un premier temps, pas mal de changements du côté de Rennes. On perdait Omari blessé, remplacé par Christopher Wu. Adrien Truffert de retour sur le côté gauche de la défense. Et Nemanja Matic qui, logiquement, prend la place de Santa Maria au milieu de terrain. Nemanja Matic qui a été assez intéressant. Du côté du Havre, on avait une composition un peu bizarre, parce qu'il jouait en 3-5-2 jusqu'ici. Il y avait Loïc Nego qui était titulaire. Loïc Nego, normalement, il est latéral droit. Et Johan Salmier est censé théoriquement être défenseur central, si je dis pas de bêtises. Et on s'est retrouvé avec Nego ailier, Salmier latéral droit, dans un espèce de 4-3-3 slash 4-2-3-1 avec Kouzaïev qui était plutôt en 10. Ça n'a pas bien fonctionné, on va pas se mentir, on va regarder les stats si vous voulez bien. 22 tirs à 7, 3 tirs cadrés pour le Havre, ça a été laborieux le Havre, ça a été un peu laborieux, et pourtant, voilà, ils ont réussi à s'en sortir. Un premier but de Nabil Alioui, plutôt pas mal dans l'absolu. Et alors le deuxième but, c'est vraiment une offrande de Rennes, parce qu'il y a eu ce carton rouge à la 62e minute de Samuel Grandsir. Pour le coup, rien à dire sur le carton rouge. Expulsion logique de Samuel Grandsir qui laisse Rennes à 10 contre 11, à 11 contre 10, pardon. Et là, vous avez Bruno Genesio. Vous savez, Bruno Genesio, qui, comme on le connaissait à Lyon, quand il est en supériorité numérique, c'est la catastrophada. C'est la catastrophada, et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que Rennes n'a pas réussi à se remettre de l'avant, et a encaissé un but. Alors oui, la frappe de Alioui, elle est magnifique, c'est un superbe enroulé petit filet, et Mandanda peut pas grand-chose, même s'il est un peu lourd à la détente. Mais la défense de Rennes, c'est peut-être ça le grand chantier, parce que vous avez un effectif à Rennes qui commence à être très sympa. Quand vous voyez Bourigeaud, Lefebvre, Blas, Kalimundo, Guiri, vous avez Terrier qui va revenir, Matic, c'est quand même une valeur sûre également. Et puis vous regardez derrière, c'est extrêmement jeune et un peu friable. Christopher Wu, il est buteur, mais il fait n'importe quoi sur le deuxième but. Les latéraux, ils sont relativement jeunes. Alors Truffert, ça commence à être une valeur sûre. Mais Assignon, c'est bien, mais sans plus. Et avec Mandanda, tu feras rien. Le grand axe de progression de Rennes, c'est la défense. Et ça leur a coûté cher, parce que franchement, il n'y a pas un monde où ils doivent encaisser ce deuxième but. C'est une honte en vrai, cette fin de match de Rennes. La deuxième mi-temps de Rennes, elle est honteuse. C'est pas normal, vous êtes face au Havre, et le Havre, on ne demandait pas tant. Ils n'étaient pas dans leur match, ils s'en sortaient difficilement. Déjà, la réduction du score, elle est contre le cours du jeu. Mais c'était un petit peu laborieux. On a quand même eu le premier but de Ludovic Blas, et premier bon match de Ludovic Blas qui avait été particulièrement dégueulasse le week-end précédent. Ça, c'est plutôt pas mal. On va avoir le retour de Martin Terrier, ça va leur faire du bien. Mais ça réglera pas le problème de la défense, où c'est relativement friable et un peu faible par rapport au reste de l'effectif. Pour un club qui veut jouer le haut de tableau, ça risque d'être un peu léger. Côté du Havre, effectivement, il y a quand même des trucs à garder du côté du Havre. Gauthier Lloris a fait un super match, malgré les 2 buts encaissés. Arthur Desmas, il me semble que je l'ai noté dans les bons matchs aussi. Alioui, super match également. Après, le but de Blas, alors attendez, je regarde. Oui, c'est vrai, je l'ai noté ça. Je l'ai noté. Le but de Blas, il est scandaleux quand même. Je me souvenais plus, mais effectivement, il est scandaleux. Vous avez Blas qui tire, qui récupère le ballon et qui refait une frappe qui va au fond des filets. Et en fait, le problème de ce but-là, c'est que vous avez Amine Gouiri qui est littéralement devant le gardien du Havre, qui le gêne, qui gêne sa vision. Du coup, il voit pas le ballon arriver, et il n'y a pas hors-jeu. Et il n'a pas sifflé hors-jeu.
Donc, faut m'expliquer encore une fois, parce que j'ai vu des buts refusés pour beaucoup moins que ça. Littéralement, le but de Aouar contre l'OM, c'était 10 fois moins que ça. Donc, encore une fois, beaucoup de matchs où la VAR a fait de la merde, où les arbitres ont fait de la merde, et on pesait sur la rencontre, même si là, en vrai, Rennes était supérieur au Havre, et on peut se douter que but annulé ou pas, ça aurait été à peu près le même résultat dans la composition du match. Vlahovic, non mais le match de la Juve, c'est surtout le penalty non sifflé sur l'attaquant de Bologne. Là, c'est extraordinaire. On en parlera peut-être un autre moment. Mais j'ai vu la vidéo passer, c'est extraordinaire. Vous connaissez mon avis sur la VAR. Je pense que c'est un cancer absolu, la VAR. Mais je comprends pas. Encore une fois, il y a des choses que je comprends pas. Les mains, on comprend pas les règles. Enfin bref, c'est un enfer. Ouais, donc du côté du Havre, quand même à noter les performances plutôt sympas de Kouzaïev et Keshta. Keshta, il y a un petit côté ish-ish que j'aime bien, moi. C'est un petit milieu un peu technique assez cool. Il était titulaire là, pour la première fois de la saison, si je dis pas de bêtises. C'est toujours pareil, c'est le problème de Luca Elsner, c'est qu'il veut jouer au foot. C'est qu'il veut jouer au foot et que malheureusement, je suis pas certain qu'il ait l'effectif pour jouer au foot dans cette Ligue 1. Je suis un peu inquiet pour le Havre, même s'il y a des intentions qui sont intéressantes, il y a des bons joueurs dans cette équipe. Le centre de Opéry est magnifique sur le premier but. Il y a des bons joueurs. Mais est-ce que c'est suffisant pour la Ligue 1? Je suis pas certain. Pas ish dans le comportement. Non, moi je dis ish sur la qualité technique. Quand il a le ballon, c'est dur d'aller lui chercher, il y a une capacité accélérée. Moi, j'ai beaucoup aimé en tout cas le peu que je l'ai vu avec le boulot là-dessus. C'était assez intéressant. En vrai, ce qui sauvera peut-être le Havre, c'est qu'il y a pire qu'eux. Exactement, c'est ce que j'allais dire, on braque là dans le chat. C'est qu'il y a plus inquiétant qu'eux. Le Havre est clairement pas au niveau pour jouer très haut sur cette Ligue 1. Mais il y a quand même un certain nombre de joueurs qui ont de la qualité. Contrairement à des équipes comme Clermont, comme Nantes, même Metz s'en sort aujourd'hui, mais ils s'en sortent parce qu'ils ont encore Mikotadze. Genre Lyon, effectivement. Genre Lyon, effectivement, c'est un bon exemple. Arrêtez. Kouzaïev, grosse activité au pressing. Moi, je le connaissais pas. Kouzaïev, ça a l'air d'être une bonne pioche quand même. Hein. Je sais pas d'où il sort. Enfin, si, je sais d'où il sort. Il a été recruté en Russie, 3 millions, je crois. Je sais pas comment ils sont allés le chercher, Kouzaïev. Je sais vraiment pas où ils sont allés le chercher, mais ça m'a l'air d'être une bonne pioche. Il était buteur la semaine précédente. Donc voilà, un peu inquiet pour le Havre, parce que ça veut jouer au foot plus fort que ça ne peut l'être. Mais ça peut monter en puissance aussi. Hein. Ça peut monter en puissance. Mais voilà, attention quand même à pas se retrouver 16, 15, 14 quoi. Zénith en fin de contrat. D'accord, ok, je pensais qu'il était venu. Recrutement bien Football Manager. Recrutement Mathieu Bonnemer. Hein. Voilà, après, quand vous êtes le Havre, vous avez quand même des micro moyens. Hein. Le Havre, c'est calamiteux en termes de moyens. Donc c'est déjà un miracle qu'ils soient en Ligue 1 et pas favoris pour la descente. Donc moi, je leur souhaite le maintien au Havre, parce que c'est un club qui bosse bien. C'est un malentendu complet qu'ils aient été champions la saison précédente par rapport à leur effectif, pas par rapport à leur jeu déployé, parce qu'ils méritaient amplement d'être champions, mais c'est un club qui avait déjà pas les moyens de jouer le titre en Ligue 2, ils ont encore moins les moyens de jouer la montée, le maintien en Ligue 1. Donc c'est un miracle permanent, et moi je serais très content que le Havre réussisse à faire 14e. Voilà. Ça joue pourtant pas du tout la saison passée en Ligue 2. Kouzaïev, j'ai pas suivi suffisamment la Ligue 2 en dernier. Le mec avait refusé des salaires 4-5 fois supérieurs au Havre. D'accord. Ok. Non, le hack, d'accord. Bah, le hack, l'an dernier, ça finit en autre boudin quand même. Hein. La fin de saison l'an dernier, moi j'étais au stade Océane pour le match contre Valenciennes. Et je me souviens très bien que quand j'étais allé la première fois au Havre pour le boulot, j'étais allé au club, du coup, j'avais rencontré les gens du club, et à ce moment-là, ils avaient 9 points d'avance, et on leur disait, avec mon associé, on leur disait, bah, c'est bon, vous allez monter en Ligue 1. On disait, non, on n'est pas très fort au foot, hein. non, on va peut-être pas monter, hein. Et du coup, ça a été dur jusqu'au bout, hein, parce qu'il y a cette défaite contre Valenciennes qui fait très très mal, et ça a été dur jusqu'au bout pour le Havre, et je pense que s'ils se maintiennent en Ligue 1, c'est un authentique exploit, hein. Un authentique exploit, compte tenu des moyens qu'ils ont, mais c'est tout le mal que je leur souhaite. Voilà, on va passer au match du multiplex. Donc comme d'habitude, les matchs du multiplex, j'ai regardé le multiplex. Donc j'ai pas regardé les matchs dans leur intégralité. Donc j'ai noté pas mal de trucs, j'ai regardé à droite à gauche, j'ai essayé de regarder au mieux. Mais je peux pas voir les yeux partout. Donc probablement que sur ces matchs-là, mon analyse est moins poussée, moins intéressante que ceux parmi vous qui les ont regardés en entier. Donc n'hésitez pas à intervenir si vous êtes supporter, je sais pas, Rémois, Strasbourgeois, Toulousain. Là-dessus, on va commencer justement par le Stade de Reims parce que c'est l'équipe un peu frisson de ce début de saison. Reims, 200% réussite
sur ce match. C'était un match avec des beaux bangers quand même. Des superbes bangers. On a eu 3 superbes buts. Un coup franc direct chaloupé de Teddy Thomas, qui sera l'homme de la semaine, de toute façon. Doublé, alors excusez-moi du peu, mais des doublés de gros bangers, de gros patators des familles. Le deuxième but de Teddy Thomas, je vous invite, il est minuit 28, vous pouvez aller voir désormais le résumé des matchs sur la chaîne de la Ligue 1. Le deuxième but de Teddy Thomas, il est monstrueux, absolument monstrueux. Quel recrutement, encore de Reims, qu'est-ce que ça bosse bien, Reims. Altamari, Thomas Oufef pour le goal of the week. Pour moi, Thomas, il est trop beau. Altamari, c'est un très beau but. Abdelhamid a 2 doigts de mettre un énorme banger aussi, une frappe hyper puissante de super loin là, en reprise de volée. 2 buts incroyables et une passe D. Oui, c'est lui qui tire le corner, qui donne le but à Abdelhamid. J'ai pas regardé, c'est lui. J'ai pas vu que c'était lui. Alors Reims, on parle de Ito, mais de l'autre côté, le petit Nakamura. Bon, Nakamura, il y a encore un petit peu de temps à attendre, je pense, pour que ce soit vraiment au top du top. Pour l'instant, c'est encore Ito le maître à jouer. Qu'est-ce que j'ai noté? Il y a eu un début de bagarre entre Savanier et Fouquet. Savanier dans une bagarre, vraiment les bras m'en tombent. Qu'est-ce que j'ai noté? Oui, Reims, pour le coup, qui n'a pas faibli en l'absence de Richardson. Richardson qui était suspendu, qui était quand même le maître à jouer de cette équipe-là au début de la saison. Mounetzi joue en 10. Oui, Mounetzi joue en 10 depuis l'an dernier. Will Steele avait dit qu'il mettait Mounetzi plus haut pour qu'il puisse déclencher le pressing plus haut. Donc c'est pas vraiment... Mounetzi joue pas vraiment 10 genre meneur de jeu. Il joue 10 comme, un peu comme Cacré à l'OL, mais en mieux, en moins nul. Oui, on a eu une très très belle patate de Savania Fouquet. La VAR est parvenue dessus. Bah écoutez, pourquoi pas, ça fait partie du folklore. J'ai trouvé Montpellier assez mou dans l'absolu, même si le match était somme toute plutôt équilibré dans l'absolu. Mais c'était pas incroyable en première mi-temps, ça a été mieux en seconde. Pas grand-chose de plus à rajouter, si ce n'est que Diakité a été très faible. Il y a eu un petit truc complètement anecdotique, mais Diakité, il a un peu du mal pour l'instant dans ce début de saison. Il y a eu un penalty à un moment donné pour Reims, et Teddy Thomas et Diakité se sont pris la tête pour savoir qui allait le tirer. Diakité a décidé de garder le ballon et a raté le penalty. Donc un petit peu dommage. On a privé Teddy Thomas d'un triplé, c'est dommage. C'est très fort quand il joue ou comme un 10, ça lui permet de gratter énormément de ballons très haut. Ouais, mais Will Steele avait expliqué ça il y a l'an dernier. Il avait expliqué que le placement de Mounetzi, il voulait le voir plus haut pour presser au maximum. Un peu comme Verratti à Paris avant qu'il fume beaucoup de clopes. Donc voilà, victoire de Reims 3-1, mérité, intéressant. Reims qui, je continue de penser que c'est potentiellement l'équipe surprise de cette saison. Il y a un effectif hyper intéressant de joueurs un peu random. Agbadou, par exemple, je sais pas de qui c'est, je sais pas d'où ça sort Agbadou, mais c'est super solide. C'est vraiment super solide. Nakamura Ito, c'est des émotions. Abdelhamid, c'est vraiment toujours encore et encore une valeur sûre. Diouf, c'est excellent. Vraiment, Reims, c'est admirable comme ça bosse bien. C'est absolument admirable. J'ai un petit doute sur Diakité. Faudra voir sur la durée s'il est capable de monter un petit peu le niveau de jeu là-dessus. Mais en tout cas, moi je suis séduit par cette équipe de Reims. Très clairement séduit. On va passer rapidement sur Clermont-Metz parce que c'était peut-être le match le plus chiant du week-end avant le match entre Nice et Lyon. 1-0 pour Metz, but de Mikotadze à la 69e, 6-9 Latric. Que dire sur ce match si ce n'est que Clermont c'est extrêmement faible en fait. Clermont, au coup d'envoi, on avait 2 changements. On avait Andrich qui prenait la place de titulaire en attaque à la place de Kay. Et on avait Ogier en défense centrale qui, malheureusement pour lui, ça lui a pas réussi. À noter qu'on n'en a pas parlé, mais à Montpellier, il y avait une pelouse absolument dégueulasse. Et à Clermont, c'était pire. La pelouse de Clermont est absolument désastreuse. Et d'ailleurs, ils l'ont payé, puisque le but vient d'une glissade de Ogier où Mikotadze récupère la balle et marque. Donc pas grand chose à raconter en vrai sur ce match. J'ai noté match chiant, il y avait 72% de possession pour Clermont à la demi-heure de jeu, il n'y avait que des tirs de loin un peu pourraves pour Clermont, je suis bien content de ne pas avoir trop regardé ce match. Pour le reste, j'ai honnêtement rien d'autre à dire sur ce match. Je ne vais pas vous faire les violons, on a à peine vu le match dans le multiplex, on a juste vu le but. Et les seules choses qu'il y a à tirer de ce match-là, c'est que Oukidja a fait un super match, mais je pense que Pau Lopez sera au-dessus pour l'équipe type. Et que quand Mikotadze va partir, puisque c'est plus ou moins acté qu'il va s'en aller, bon courage à Metz. Bon courage. Même si là, en vrai, Mikotadze, bon, c'est un but opportuniste, mais c'est pas un but qui sort de sa qualité technique. Mais là, on est peut-être sur 2 équipes extrêmement faibles, et c'est peut-être une victoire pour Metz qui comptera très très fort dans le maintien, parce que je pense que Clermont, il va tout droit, je pense que Nantes, il va tout droit, et je pense que Metz a peut-être des chances de s'en sortir,
mais sans Mikotadze, ce sera compliqué. On a vu Elisor là, qui est venu remplacer numériquement Maziz dans le 11 de départ. Maziz qui est parti à Louvain, et Elisor, ça a été relativement faible. Qui viendra remplacer Mikotadze quand Mikotadze s'en ira? Voilà, déjà 4 points, effectivement, déjà 4 points pour Metz, déjà pas mal. Hein. Mais attention, quand Mikotadze sera plus là, même si en vrai, il y a des bons joueurs. Hein. Kandé, ça a encore fait un bon joueur. Endoram, c'est pas mal, mais est-ce que ça a vraiment le niveau Ligue 1? Moi, si je devais placer Metz quelque part, je les mettrais entre 15 et 16. Et pour moi, Clermont, ça fait 18. Et Lyon, ça fait 17. Voilà, puisque je vous vois venir. Maziz est parti à Louvain. Je dis pas de conneries, il est bien parti à Louvain, Maziz. Je suis pas en train de dire une saucisse, là, rassurez-moi. Hein. Oui, c'est ça. Le projet, ben, je sais pas quel est le projet de Maziz en partant à Louvain. Il faudra lui demander. On termine avec Strasbourg-Toulouse. Alors pour le coup, très déçu. Match à sens unique. Alors encore une fois, j'ai pas vu le match en son intégralité, je l'ai juste vu sur le multiplex. Mais vous voyez, vous parliez d'analyse par les expected goals. Bah là, on va les dire. Hein. C'est 2,04 à 0,29. Donc ça vous donne à peu près un ordre d'idée de la physionomie du match. On va regarder les stats. 11 tirs à 7, un tir cadré côté Toulouse. Donc vraiment Toulouse tristounet. Beaucoup de changements hein, par rapport au match contre Paris du côté de Toulouse. Caceres qui est sorti. Genro qui a pris la place de Diarra, si je dis pas de bêtises. Oui, je dis pas ça. On a Begraoui qui a pris la place de je sais plus qui sur le côté. Et Toulouse qui n'a pas existé, tout simplement. Bellegarde, il fait quoi encore à Strasbourg? Complètement, on va en parler après. Du côté de Strasbourg, 2 choix payants dans les changements du 11 de départ. Emega titulaire, il a marqué. Lucas Perrin titulaire, il a été excellent. Et on a encore une fois un Strasbourg qui a déroulé face à une équipe de Toulouse un peu tristounette. Ils ont mis un gros coup d'accélérateur en deuxième période. Dans la première mi-temps, était plutôt équilibré. La deuxième mi-temps, Toulouse a tout simplement pas existé. Et Bellegarde, Bellegarde, déjà un match énorme contre Lyon lors de la première journée. Là, il est encore buteur et puis quel but en plus. Strasbourg qui se rassure après le match complètement dégueulasse à Monaco la semaine précédente. Mais encore une fois, combien de temps Bellegarde va-t-il tenir à Strasbourg avant d'aller voir ailleurs? Point d'interrogation. Je suis effectivement pas hyper convaincu par Jessie Deminguet qui est arrivé libre. Un bon match contre Lyon, mais sinon c'est un peu mollasson. Pour le reste, il y a quand même un certain nombre de valeurs sûres du côté de Strasbourg, notamment les latéraux. Faudra voir si Emega porte ses promesses ou pas. Mais c'est déjà rassurant pour Strasbourg d'être à 6 points, compte tenu de la saison précédente. Bellegarde et Doucouré, c'est cool. Ouais, Toulouse, j'y crois pas cette saison. J'ai un peu de mal à y croire aussi. J'ai l'impression que la mayonnaise va pas prendre. Il y a quelques bons joueurs, mais il y en a beaucoup moins que la saison précédente. Dalinga assez limité. Vous avez Aboukhlal qui fait le taf, mais vous avez un milieu de terrain qui n'a rien à voir avec la saison précédente. Et c'est relativement faible. Hein. Genro, c'est moyen. Schmitt, c'était très discret. Sierro, j'aime pas. Caceres, j'aime pas non plus. Attention, Toulouse. Hein. Attention. Parce que ça peut être la saison cauchemar après la saison au paradis. Hein. Deminguet était mauvais à Caen, il est titulaire à Strasbourg, bizarre. C'est vrai que j'ai pas d'explication. Deminguet, c'est pas qu'il était mauvais à Caen, il était moyen à Caen. Mais ouais, attention Toulouse, hein, un petit peu inquiétant quand même Toulouse sur le début de saison, même s'ils ont arraché ce match nul contre Paris. Ils ont perdu beaucoup de bons joueurs et on verra la suite. Surtout avec l'Europa, ils vont avoir beaucoup de matchs. Ouais, je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose pour eux. Lorient-Lille, avant d'enchaîner sur le dernier match des Enfers. Alors Lorient-Lille, pour le coup, c'était une partie d'Adzo. Hein. C'était un super match de Lorient. Et alors, une catastrophe du côté de Lille, honnêtement. C'est terrible. Alors, d'abord, on va parler des compos. Hein. On va parler des compos. Avec quelques changements en attaque du côté de Lorient, puisque Pablo Pagis et Doucouré étaient titulaires. Mendy également, Formose Mendy, qui a pris la place de Meïté en défense centrale. Donc on a perdu Bamba Dieng qui fait un début de saison un peu dégueulasse et Makengo qui n'était pas forcément à son avantage lors du dernier match. Ce sont des choix payants puisque Pablo Pagis a été plutôt pas mal. Oui, j'ai parlé de l'OM un peu plus tôt. Ouais. Et Lille, 2 choix au coup d'envoi. Alors on a eu Yoro qui était titulaire à la place de Alexandro qui était suspendu, mais on avait un choix majeur qui était Miramon titulaire au milieu de terrain pour sa première, l'Argentin. Et ça lui a pas vraiment porté chance à Miramon. Miramon qui est sorti à la 39e, tout comme Haraldsson. Pour l'instant, Lille, les recrues, c'est pas ça du tout. Hein. Haraldsson qui a encore été très 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 discret, ça fait 3 matchs d'affilée qu'il est très très faible. Miramon, c'est dur pour lui en vrai. Hein. C'est dur, sorti à la 39e sur ton premier match avec ton nouveau club, aïe aïe aïe. Hein. Aïe aïe aïe. Et Lille qui s'est sabordé tout seul. Lille s'est sabordé tout seul. 9e minute, vous avez une passe de Chevalier pour Miramon qui regarde pas derrière lui. Récupération d'Abergel, but. Coup d'envoi.
perte de balle et but de Julien Ponceau. N'importe quoi en vrai. Ça, c'est une entame de match qu'on pourrait appeler une entame de match à la lyonnaise. Une passe du gardien pour un attaquant et une perte de balle sur le coup d'envoi. Vous avez 2-0 en 71 secondes, si je dis pas de bêtises. 1 minute 07, 1 minute 10. Donc à partir de là, tout devient compliqué. Tout devient vraiment compliqué. C'est une équipe qui a un certain nombre de certitudes collectives et des vrais bons joueurs. On l'a vu d'ailleurs quand Angel Gomez est rentré, il y a quand même une entente avec Benjamin André qui est mieux. Jonathan David, c'est capable de convertir des trucs. Mais les trous d'air de Lille, c'est dingue. Ils ont des moments d'absence, mais c'est fou, quoi. Parce qu'en soi, ce match-là, il n'a pas été outrageusement dominé par Lorient. Regardez les stats, si vous voulez. 18 tirs à 9 pour Lille, 7 tirs cadrés à 6. Mais Lorient, ils ont tout mis au fond pendant que Lille faisait n'importe quoi. Ils ont fait n'importe quoi à Lille. La défense a fait n'importe quoi. C'était une catastrophe. Première mi-temps un peu tristoun. Ils ont eu le ballon, mais ils ne savaient pas quoi en faire. D'ailleurs, vous avez une interview à la mi-temps de je sais plus qui, côté Lorientais, qui disait on a vu qu'ils passaient dans l'axe, donc on a fermé l'axe. Et à partir de là, c'était réglé. Ils n'ont jamais réussi à se renouveler un petit peu. Beaucoup de joueurs axiaux. Haraldsson, ça joue plutôt dans l'axe. Zegrova, ça a tendance à repiquer énormément. Yazidsi, moi, j'aime pas trop ce joueur-là. Thiago Santos, toujours aussi bon, effectivement. Ismaili, c'est fiable. Mais voilà, quoi. C'est dommage, parce que quand vous voyez le but de Jonathan David, et je vous recommande d'aller le voir si vous ne l'avez pas vu, c'est une action collective qui est dingue, avec Cabella, Gomez et David et tout, ça va vite et compagnie. C'est quand même dommage, parce que vous avez des certitudes collectives dans cette équipe, mais il y a des trous d'air monstrueux, quoi. Des trous d'air absolument monstrueux. Haraldsson, c'est pas du tout au point. Et je me rappelle la semaine précédente, vous me disiez ouais, vous tombez sur Amin Sarr, mais vous dites qu'il faut laisser du temps à Haraldsson. C'est vrai qu'Haraldsson, ça commence à être un petit peu inquiétant. Après, rappelez-vous, Jonathan David, ça a mis beaucoup de temps à se mettre en route aussi. Donc, ça manque d'un fond derrière. Ouais, je pense que la perte de José Fonte fait beaucoup de mal. On sent derrière que c'est pas fiable. Peut-être que Umtiti, quand il sera au point, il n'est pas rentré aujourd'hui, mais il était sur le banc, amènera un petit peu de stabilité à cette défense. Mais clairement, c'est le point faible pour l'instant de Lille, c'est derrière. Et c'est con parce qu'il y a 2 excellents latéraux, mais la défense centrale, il n'y est pas encore. Yoro, c'est extrêmement jeune. Diakité, c'est pas mal, mais sans plus. Et il y a toujours ces trous d'air. Donc c'est sympa à voir jouer, c'est intéressant. Et quand ça se met à bien jouer, Lille, c'est super bien. Mais c'est pas possible d'en prendre 4 comme ça à Lorient. On n'a pas parlé du but de Romain Fèvre, qui est absolument fabuleux. Un petit lob magique. Et Vincent Le Goff. Je voulais en parler de Vincent Le Goff parce que c'est vraiment un joueur un peu invisible. Vincent Le Goff, on n'en parle jamais. C'est un mec qui est pas nul, mais qui est pas fou non plus. Et là, c'est cool qu'il puisse marquer, quoi. Ouais, c'est cool. On a fait le tour sur Lille. Attention en Europe aussi, Lille. Attention, c'est pas gagné encore. Vous avez cette victoire contre Rijeka cette semaine. C'est pas encore acté. Il va falloir aller se taper le déplacement en Croatie. Ça peut être une semaine cauchemar pour Lille. Le Goff ou le Goff? Le Goff. Le Goff, d'accord. Le Goff. Et on va terminer par le match que vous attendez tous. L'horreur du week-end. La purge, la sieste. Nice, Olympique Lyonnais. On en a parlé longuement en début de soirée. Si vous voulez voir un débrief complet de ce match-là, je vous renvoie sur la vidéo qui est disponible dans la description de la vidéo, ou normalement là où il y a mon doigt. Là, normalement, vous avez un petit rond avec un i dessus. Une purge, une horreur. Vraiment, enfin, c'est le pire match de ce début de saison en Ligue 1, 0-0, vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent. Une cata. Enfin, une cata. On a eu un Lyon nullissime qui n'avait pas envie de jouer au foot, face à un Nice pas bon, qui savait pas trop jouer au foot non plus. Quelle tristesse d'avoir programmé ce match-là à 21h et d'en faire une pub dégueulasse de la Ligue 1, alors que le reste de la journée a été plutôt brillant. Il y a eu beaucoup de très bons matchs, de matchs très intéressants, typiquement Lorient-Lille. Mais alors ce match-là, oh là là là, c'était vraiment calamiteux, quoi. Alors oui, Nice a hautement dominé cette rencontre et aurait dû gagner. Vous allez regarder les stats là pour voir qu'on a eu 21 tirs à 6, un seul tir cadré côté lyonnais. Alors Lyon n'était pas aidé au début de cette rencontre par l'absence d'Alexandre Lacazette qui était suspendu. On a Maitland-Niles qui est rentré dans le 11, mais finalement qui n'a pas fait grand-chose à la place de Johan Le Penant. Pour le reste, c'était d'une faiblesse rare, et j'ai rarement vu un Olympique Lyonnais jouer autant avec les chocottes. On avait vraiment l'impression qu'ils n'avaient absolument pas l'intention de gagner ce match. Ils ont joué en espèce de 5-4-1 dégueulasse en phase défensive. En phase offensive, on avait Cacré en 10, on sait toujours que ça marche pas. C'est une catastrophe cet effectif. Et du côté de Nice, on aurait pu penser que le retour de Mofi,
puisse amener un petit peu de bordel dans la défense adverse. Ça n'a pas été le cas. On a eu un bon match de la défense, mais c'est à peu près tout. Et encore, j'ai trouvé Dante un petit peu limite. Limite. Nice, c'est pas abouti encore. C'est pas abouti. Il y a des bons joueurs, mais le collectif est pas abouti. Même si, voilà, on a un entraîneur qui essaye de tenter des trucs et compagnie. Kefren Turam, c'est un bon joueur. Terem Moffi, c'est un bon joueur. Même Melvin Barr fait un excellent début de saison. Mais ça n'a pas suffi, quoi. Ça n'a pas suffi. Alors oui, la défense lyonnaise n'a pas été dégueulasse. Pour une fois. Pour une fois, elle n'a pas été dégueulasse. Pour une fois, ça a tenu la baraque. Mais Nice, aujourd'hui, par rapport au projet qui a été vendu avec Ineos, avec les moyens et compagnie, est encore très très loin de pouvoir prétendre au top 5. C'est pas une équipe de top 5 aujourd'hui, Nice. Ça n'a pas le niveau pour jouer le top 5, à moins d'un malentendu. Et en face, vous avez une équipe de Lyon qui, aujourd'hui, joue clairement le maintien. Ça joue clairement le maintien. C'est niveau Ligue 2. Techniquement, c'est une calamité. Au niveau du contenu, c'est nul à chier. Les joueurs font pas les efforts. Il n'y a pas d'animation offensive. Ces petits bonheurs la chance, ils courent tous dans le même sens et compagnie, ils font n'importe quoi. Défensivement, c'est la foire à la saucisse. Cette équipe de Lyon, elle est extrêmement inquiétante. Les déclarations d'après-match sont extrêmement inquiétantes côté lyonnais aussi, puisqu'on a Laurent Blanc qui dit qu'il est fier de ses joueurs, Corentin Tolisso qui dit que c'est un bon résultat de prendre un point à Nice. Tout le monde est dans l'autosatisfaction, tout va bien. L'Olympique Lyonnais a 1 point sur 9 et 17ème de Ligue 1, mais tout va bien. Donc il n'y a pas d'alerte rouge à Lyon. Voilà, tout va bien. Personne ne panique. Tout est OK. On va jouer contre le Paris Saint-Germain le week-end prochain. Pas de problème. Tout va bien. On va en prendre 4. L'OL sera 1 point sur 12. Mais pas de souci. On garde le coach. Tout va bien. Donc effectivement, je dis très premier degré que l'Olympique Lyonnais joue le maintien jusqu'à preuve du contraire. Et je pense que tant que Laurent Blanc sera en place et que les dirigeants n'auront pas décidé de sortir un peu du bois pour se parler, l'Olympique Lyonnais ne jouera pas mieux que ça. Voilà. Donc match extrêmement décevant du côté des deux équipes parce que Lyon soit incapable de faire mieux qu'un seul tir cadré face à un Nice relativement faible, c'est la honte. Que Lyon soit satisfait de faire 0-0 à Nice face à un Nice relativement faible, c'est une honte. Et de l'autre côté, que Nice soit pas capable d'en passer au moins un à ce Lyon-là, c'est la honte. Et que et voilà, enfin, on est sur un match nul 0-0, mais un match nul très très nul, avec deux équipes très très nulles. Donc un peu la honte. Et moi, je serais à la place des 22 acteurs de ce match-là. Bah, j'irais me planquer et dormir et essayer de faire mieux la semaine prochaine parce que pour l'instant, c'était vraiment calamiteux. Voilà, on a terminé pour le débrief de tous ces matchs. On va passer à l'équipe type de la semaine qu'on va faire ensemble. Hop, on va essayer de dessiner un terrain un peu moins dégueulasse que ce que j'ai fait sur le débrief de l'Olympique Lyonnais. Vous connaissez la Zumba. On prend 11 joueurs, on rajoute 5 mentions honorables pour ceux qu'on n'a pas mis non plus. On n'a pas pu mettre, pardon. Franck honorable, effectivement, c'est une excellente vanne. Si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas les petits pouces, s'il vous plaît, les petits commentaires, mettez n'importe quoi, ça fait toujours du bien à l'algorithme. Hop, le terrain est plutôt pas mal pour une fois, franchement. Eh, il est pas dégueulasse mon terrain, hein. Je m'applique vachement plus sur le débrief Ligue 1. Voilà, alors, au niveau des gardiens de but, on a plus ou moins 3 prétendants qui sont Paul Lopez, Alex Oukidja et Rémi Descamps. En vrai, Rémi Descamps en a pris 3. On va plutôt mettre... Non, arrêtez avec Ryu, ça suffit. Vogo, oui, Vogo, mais bon, Vogo fait pas de clean sheet. Et on l'a mis la semaine dernière. Je pense que Paul Lopez me semble être le candidat assez logique pour cette semaine. C'est lui ou Oukidja. C'est l'un ou l'autre. Je vous avoue que je sais que si je fais un vote, ça va être Paul Lopez. Clean sheet Ryu, effectivement. Non, on va mettre Paul Lopez. On va mettre Paul Lopez. Ça me semble pas déconnant de mettre Paul Lopez. Voilà. La défense centrale, pour moi, on a un joueur évident, c'est Mbemba. Donc, je vais pas vous laisser le choix sur Mbemba. Et ensuite, on a pas mal de prétendants pour le deuxième poste en défense. Soit c'est Abdelhamid, soit c'est Lloris, soit c'est Perrin. La logique voudrait qu'on mette Abdelhamid. Il était buteur, il aurait même pu être double buteur. Il a été vraiment excellent sur ce match-là, Abdelhamid. Douye Kaletatsar, non, pas suffisant. Pas suffisant. Soit Perrin, soit Abdelhamid. Mais Abdelhamid est buteur, donc ça l'aide aussi. Maintenant, si on met que des buteurs dans les défenseurs centrales, c'est pas ouf. Voilà, vous avez le sondage qui a été proposé par notre cher modérateur Socrate. Vous pouvez noter Lloris, Perrin ou Abdelhamid. Vous avez 1 minute pour voter.
Pour l'instant, c'est Abdelhamid qui va logiquement s'imposer. Hop là. Donc je le préécris. 27 voix pour Abdelhamid, 58% des voix pour le moment. C'est logique. Je crois qu'on l'avait déjà mis la semaine précédente, Abdelhamid, en plus. Hein. Paolo Lopez. Oui, pardon, excusez-moi. C'est l'habitude lyonnaise. Excusez-moi, pardon, j'ai oublié le Z. J'ai mis Paolo Lopez comme s'il était lyonnais, excusez-moi. Pardon. C'est l'habitude d'écrire Lopez ici. En arrière-gauche, on a 4 prétendants, selon moi. Même 5 en vrai. Même 5. On a Caio Henrique, Lucas Hernandez, Reynal Nodi, Vincent Le Goff et Melvin Barr. Je pense que ça se jouera entre Henrique et Hernandez. Mais pareil, ça peut se défendre. À titre personnel, je mettrais plutôt Caio Henrique que Lucas Hernandez, parce que je trouve que Caio Henrique est extrêmement précieux. Voilà, vous pouvez voter, c'est parti. Vous avez les 5 propositions qui sont disponibles. Si vous êtes sur YouTube, vous ne pouvez pas voter, malheureusement. Il faut être en direct sur Twitch. Vous pouvez voter. On est sur du Caio Henrique, hein, qui est en train de prendre de large, là. C'est logique. Caio Henrique, eh bien ce sera Caio Henrique, je me demande si c'est pas la 3e équipe d'affilée où on a un latéral monégasque. Hop, Caio Henrique. Alors côté droit par contre c'est plus compliqué. Alors je suis preneur de vos suggestions sur le côté droit, parce que je vous avoue qu'il n'y a aucun nom qui me semble évident sur le côté droit. J'ai noté Assignon, Klaus et Attal, mais j'ai... Non, Santos il n'a pas fait un super match quand même les gars, hein. Santos, il en prend 4, il n'a pas été brillant devant. On l'a mis 2 fois d'affilée, je pense pas que son match suffise. Coco. En vrai, Klaus, moi je pense que c'est pas déconnant de mettre Klaus. Hein. Ouais, Klaus, ça me semble honnête. Klaus, c'est pas mal. Au milieu de terrain, pour moi, il y a 3 noms. Le premier qui est évident, c'est Teddy Thomas. Il n'y a pas trop de débat là-dessus. C'est pour le deuxième, d'ailleurs, Teddy Thomas, on va l'encadrer en orange parce que c'est lui notre homme de la semaine. Et pour le deuxième nom au milieu de terrain, il y a beaucoup de prétendants. Bellegarde, j'ai choisi de le mettre sur l'aile. Il a joué plus offensif que d'habitude. Après, en vrai, vous avez Matic qui a fait un super match. Vous avez Vertou qui a été plutôt bon. Et après, ça se joue pour de vrai entre Ugarte, Zahir Emery ou Abergel. Parce que Abergel, il fait un pur match, hein, pour le coup. Et vous allez vouloir voter à Ugarte parce que vous avez tous vu le match du PSG. Mais en vrai, Abergel, il fait un pur match. Donc je vous oriente, je sais que vous allez voter Ugarte quand même. Et je sais que si je mets pas Ugarte, il y a tous les Parisiens qui vont me dire « Oh, t'as pas mis Ugarte, tu détestes le Paris Saint-Germain ». Mais c'est vrai qu'Ugarte a fait un super match. Après, on peut aussi faire le choix de mettre 3 milieux. Hein. On peut mettre Ugarte plus bas et mettre Abergel. Mais ça nous coupe une possibilité devant. Mais Kylian Henrique, il fait un super match, Uni. On peut mettre les deux, hein. On peut mettre 3 milieux. Eh ben, on met Ugarte et Abergel. Voilà, j'ai décidé. Abergel qui avait déjà été dans l'équipe type lors de la première journée, il me semble. Voilà. À gauche, je vais mettre Bellegarde. Elle joue un peu plus haut. Même si, bon, voilà, on triche un petit peu. Hein. On triche un petit peu. En pointe, bah, ça va pas être compliqué, les gars. Hein. En pointe, il n'y a pas de débat. Et c'est le dernier poste. Ouais, Bellegarde joue un peu haut, effectivement. On va le redescendre, si vous voulez. On va le redescendre. Après, si vous voulez, Bellegarde, on le met en losange. Hein. Vous voulez être Minamino, le dernier? J'avais noté Ismail à ça. On n'a pas mis Alioui, hein. On va mettre Bellegarde là, on va tricher. On n'a pas mis Alioui, on n'a pas mis Mustafa Mohamed. Vous voulez mettre Minamino ou Fèvre? En vrai, c'est Minamino pour moi. Hein. J'ai mis Blas dans l'équation. Vous pouvez noter. Et ça. Alioui doublé. Ouais. Alioui, ça me fait un peu chier de pas le mettre. Mais c'est soit... Sinon, on enlève un milieu, les gars. De Montpellier 1. Lequel? Altamari? Bon, bah, on va remettre Minamino, alors. Mohamed, très gros match. Ouais, Mohamed, très gros match. Dans le super sub, qui on met en super sub? J'ai pas noté les super subs. J'ai vraiment pas noté les super subs. Qui a marqué dans les super subs?
Il n'y a pas eu beaucoup de... Il y a Boidou qui a marqué, mais bon... Super Sub, c'est le meilleur remplaçant qui est rentré en jeu. Et... Ah, Vitinha encore. Vitinha, ouais, peut-être. Vote entre Ugarte, Abergel et Alioui. Bon, on peut faire ça comme ça, ouais, effectivement. Ouais. Mais le problème, c'est qu'on ouais, on va refaire un vote si tu peux faire ça, Pierre. Est-ce que tu peux me mettre un sondage Ugarte, Abergel, Alioui, s'il te plaît? Dembélé, super sub. Mais non, mais il était titulaire. C'est un mec qui est rentré en jeu. Super sub, c'est un mec qui est rentré en jeu et qui a pesé sur la rencontre. Et cette semaine-là, il y a eu à peu près que Boidou hein, qui a pesé sur la rencontre. Donc on va peut-être pas le faire parce qu'il n'a pas pesé de ouf non plus. Croupi? Vous voulez mettre Croupi? Mettre Croupi? Gomez? Mais Gomez, le problème, c'est que bah, son équipe a été à chier. Donc... Ouais, Croupi, ouais. On va le mettre là. On va le mettre là. Alors, attendez. Croupi, il joue à Nantes. À Lorient, pardon. Bon, en vrai, on va mettre... hop, super sub. On va mettre Boidou. Il a marqué. De toute façon, il n'y a pas trop le choix. Jean-Pascal Talé-Crampté, le Belge. Exactement. Le fameux. Ça a dit Nunez. Dans les mentions honorables, on va mettre Oukidja. Non, ça, c'est pas visible. C'est pas la bonne couleur. On va mettre comme ça. Bon, on va mettre Ali. Alors, attendez, vous avez mis milieu Garté. Bah, tant pis. Donc, du coup, on va mettre Ali, oui. On va mettre Oukidja au but. Hernandez, du coup, logique. Hernandez, on a mis quand même pas mal de Parisiens, donc on va pas abuser là-dessus. Moustapha Mohamed. On va mettre doublé quand même. Hein. Et qui j'ai noté d'autres? Fèvre, en vrai. Hein. Fèvre, il mériterait quand même, non? J'ai envie de mettre Perrin aussi. Perrin était pas mal. Perrin. C'est vrai que Matuziwa aurait pu, en vrai. Hein. Mais bon, il y a déjà beaucoup de Rémois. Il y a déjà 2 Rémois, c'est beaucoup. Matuziwa aurait pu. Fèvre, c'est qui Perrin? C'est Lucas Perrin de Strasbourg. Mais en vrai, il fait un pur match, Perrin. Hein. Perrin, Lloris. Il nous reste il nous reste un nom à mettre. Perrin, Lloris ou Fèvre. Retire Mohamed et mettre Perrin au Fèvre. Bon, après, c'est vrai que Nantes ne fait pas un bon match. Bon, on va mettre Fèvre. On va le mettre là, tiens. On va le mettre là, même s'il a joué 10. Pas vraiment joué 10 d'ailleurs. Et on va mettre Perrin. C'est vrai que Ludovic Blas aurait pu prétendre aussi. Ça me semble pas déconnant, cette équipe type. Mais pas mal, non? On n'a pas mis le coach. Alors après, le coach, c'est pas compliqué, c'est le Brice. Hein. Hop là. Ça me semble cohérent. C'est vrai que Mohamed, il a fait quoi comme match? Nantes tire 3 fois. Oui, puis il a un penalty. Pas mal, non? Elle est bien, cette équipe type. Elle est pas mal, non? L'arbitre. Alors, l'arbitre, j'en sais rien. Meilleur arbitre, ça veut un peu rien dire. Donc, elle est pas mal. Elle est cohérente, cette équipe. J'ai envie de remonter un peu Ugarte, mais je sais pas si je vais y arriver. Ça me semble pas déconnant. Et oui, c'est vrai qu'on n'a pas élu le but. On va essayer de faire aussi le but. Alors, attendez, on va changer de couleur. But. Teddy Thomas. Voilà. On va aussi penser pour les prochaines à élire le but de la semaine. La meilleure pelouse Montpellier. Parce que le but de Teddy Thomas, encore une fois, je vous invite à aller les voir. Même le coup franc est magnifique. Mais alors, le deuxième but de Teddy Thomas, il est dingue. Il est absolument dingue. Voilà. Ou le but de Fèvre. Ouais, Fèvre, ça se joue. Mais pour moi, le but de Thomas est encore mieux. Le but de Thomas est beaucoup plus fort que le but de Fèvre, même si le but de Fèvre est absolument magnifique. Il est délicieux, c'est un petit lob parfaitement dosé et compagnie. Mais Thomas, il y a la puissance, c'est une belle frappe de bourrin, là. Moi, j'adore ça, les grosses frappes de bourrin comme ça. C'est une frappe à la Thorsten Frings, la frappe de Thomas. C'est extraordinaire comme but, ça. Et Abdelhamid était pas loin d'en mettre un aussi beau encore. Voilà, on a terminé, les amis, sur ce débrief Ligue 1, ce double débrief, le débrief OL et le débrief Ligue 1. Merci de l'avoir suivi. On a fait 2 heures de live quand même, le débrief Ligue 1 qui a duré plus longtemps que le débrief OL. Merci à tous d'être là, de suivre ces débriefs jusqu'à tard dans la nuit, alors que vous bossez peut-être demain, c'est bientôt la rentrée.
On se retrouvera dimanche prochain pour la même chose, puisque Lyon jouera le soir, donc on aura le débrief OL à 23 h et le débrief Ligue 1 à minuit. Ces deux émissions seront en replay demain matin. Je ne vais plus les uploader dans la foulée à 2 h du matin parce que c'est le bordel. Donc là, je préfère prendre mon temps pour qu'elles soient disponibles demain matin au réveil. Donc elles seront mises en ligne vers 9 h, vers 10 h peut-être, pour que vous puissiez les avoir demain matin, peut-être même 8 h, histoire que vous les ayez sur la route. Je vous remercie beaucoup d'être là, de prendre le temps, de liker, de faire tout ça. Ça me fait très plaisir. On se retrouvera demain soir pour un live nocturne. Pourquoi demain soir? Tout simplement parce que j'ai une OP disponible avec Marvel Snap, donc il faut que je joue 1 heure à Marvel Snap. Donc si vous pouviez être là demain soir, même laisser tourner le stream en fond pour que ça compte en tant que spectateur, je vous en serais fortement reconnaissant. Si vous êtes sur YouTube, merci à vous de penser à lâcher les petits pouces, les commentaires, ça fait très plaisir et ça compte. N'oubliez pas de mettre la cloche aussi, parce que les deux vidéos sortent en même temps, comme ça vous avez les deux notifs. Et les pronos, on a oublié les pronos, pardon, on a oublié les pronos. Alors, attendez, d'abord j'enregistre ça, équipe type, voilà. Et on a oublié les pronos. Oh, voilà, choqué et déçu, effectivement. Alors, les pronos, comment je vais les faire, les pronos? Laissez-moi 2 secondes. Parce que j'ai mal préparé mon bordel, là. J'ai mal préparé mon bordel. Laissez-moi 2 secondes, le temps d'aller les chercher, les pronos. Ligue 2 ou pas? Non, pas de point de Ligue 2, parce que j'ai vraiment pas eu le temps de me pencher dessus. J'ai pas eu le temps ce week-end. Donc il n'y aura pas de point Ligue 2 pour celui-là. C'est déjà assez riche, je pense, comme ça. J'ai juste vu que Caen avait gagné, donc je suis très content pour Caen. Voilà, ils sont là les pronos. C'est les bons pronos, c'est bon. Oui, c'est les bons. Les pronos, et après on remballe. Nantes-Marseille. Combien Nantes-Marseille? Laissez Charlie avec les pronos, il pense qu'à sa bouteille de Grams. Les pronos, Nantes-Marseille, 1-3, ouais. 1-3, c'est bien ça. Brest-Rennes, moi j'ai tendance à voir Brest faire l'upset. J'ai envie de mettre un petit 1-0 bien tassé. En étant plus gros, là. Monaco-Lens, j'ai tendance à penser que Monaco est au-dessus de Lens, surtout en ce moment. Je mettrais bien un petit 2-0 pour Monaco. Toulouse-Clermont, ça a une belle gueule de 0-0 dégueulasse. Toulouse-Clermont, ça me semble une petite odeur de 0-0 des purges. Le Havre-Lorient, il y a des certitudes. Le Havre à domicile, ça doit aller normalement. Un partout, 1-2. Je regarde le chat. Hein. Combien vous me mettez? 2-0 pour Lorient, 1-0 pour le Havre. Allez, on va tenter le Havre. On va tenter le miracle pour le Havre. Lille-Montpellier, ça c'est une très bonne question. Je suis incapable de vous dire Lille-Montpellier combien ça va faire. Quand même, un match nul avec des buts, ouais. 1-2-2. 1-2-2, c'est pas mal. Metz-Reims, 0-2. Ça me semble pas mal. Nice-Strasbourg, Nice, il faudra qu'il soit meilleur qu'aujourd'hui. Mais Strasbourg, je suis pas sûr qu'il y ait encore des grosses certitudes. On va mettre un partout. Allez, un prono bien mou. Et pour terminer, Lyon-Paris. Voilà. Ça me semble cohérent comme prono. Ça vous va? Allez, on valide. Voilà, très bien. Eh ben, je vous souhaite une bonne fin de soirée pour vous. Soyez là demain soir pour le live nocturne. On en a plein de choses dont il faut qu'on parle. Vendredi, on aura le live fin de Mercato. Donc soyez là également pour ce live de fin de Mercato. Et le prochain débrief, ce sera dimanche. Voilà, prenez soin de vous. Je vous envoie en raid. Je sais pas chez qui, mais je vous envoie en raid. Et puis, c'est trop cool. Ça me fait trop plaisir de faire ça. Même si je me tape beaucoup plus de Ligue 1 que d'habitude. C'est trop bien. Voilà, bisous. À bientôt. Ciao. Et c'est pas le bon écran de fin. Sinon, c'était dommage. Voilà, là, c'est le bon écran de fin.